Mike Tyson, l'homme qui a terrifié la boxe comme personne d'autre. Il ne se contentait pas de détruire ses adversaires, il les laissait humilier. Chaque fois que quelqu'un osait le provoquer, Tyson répondait par une violence pure, une fureur qui ne laissait aucun survivant. Sa présence sur le ring n'était pas celle d'un simple champion, mais celle d'une force de la nature impossible à contenir. Ce récit est un voyage à travers ces nuits où l'homme d'acier fit payer très cher l'arrogance de ceux qui eurent l'erreur de le défier. Peter McNeely arriva à son combat contre Tyson entouré d'un nuage de paroles, exalté, criant au monde entier qu'il venait pour le surprendre, promettant de détruire l'homme d'acier et dédiant la bataille à toute sa famille comme s'il entrait dans une sorte de croisade personnelle. Dans les interviews, il se montrait provocateur, affirmant qu'il n'avait peur de rien et que son style agressif suffirait à briser la légende, sans se rendre compte qu'il marchait droit vers un ennemi dont la fureur ne s'intimidait pas avec des discours, mais s'en nourrissait. Lorsque le combat commença, la réalité s'abattit sur lui comme un poids impossible à supporter, car Tyson avança avec le sang-froid d'un prédateur qui a déjà senti la peur. Et chacun de ses coups faisait trembler le corps de McNeely comme une structure prête à s'effondrer, jusqu'à ce qu'un crochet du gauche le laisse sans réaction et oblige son propre coin à arrêter le combat en seulement 89 secondes. McNeely, qui était monté sur le ring en annonçant une tempête, finit réduit à un murmure, devenant le rappel parfait que les mots ne peuvent jamais te protéger de la fureur de Tyson. That's a crime for McNeely. This kid was fighting his heart out. That is wrong. McNeely's corner who stopped the fight. And that is it. Just like that, it's over. Well, if it starts, you'll see Tyson land. Look at that hammering shot right there. And then the way he's punching, that right hand right there got him. And so he gets off balance, he goes down. Now the second knockdown, he's hurt more. On the inside, first knockdown. Mike comes across, just a nice short, crisp, turned over right hand. Super slow-mo, because that was a nice little right hand, but it didn't land with a huge amount of crunching force. Let's look at it. The right, keep your Mike Tyson. Now he's in a perfect position to come back. Whack. And you see he's turning his head as he got hit. But it was enough to stun him, and he kind of tripped over Mike's feet as well. Mitch Blood Green n'était pas un boxeur ordinaire. C'était un visage craint dans les rues de New York, un homme avec une réputation de caïd qui parlait comme si Tyson n'était qu'un autre rival de quartier, affirmant que si Mike le frappait, il le tuerait. Green se moqua, provoqua et tenta d'utiliser son intimidation naturelle pour déstabiliser Tyson, convaincu que sa taille, sa dureté et son histoire dans le Bronx lui donnaient un avantage spirituel sur le jeune Mike. Mais lorsque la cloche sonna, tout ce personnage se dissout sous le poids des coups d'Iron Mike, qui le punit avec des combinaisons violentes et précises, pendant que Green reculait, s'accrochait et tentait de survivre face à une tempête qui n'avait rien à voir avec les intimidations de rue, jusqu'à ce qu'il finisse écrasé par la pression et humilié devant le public. L'homme qui pensait pouvoir influencer le combat avec des menaces découvrit que dans le royaume de Tyson, il n'existe pas de gangsters, seulement ceux qui résistent et ceux qui tombent. Green just trying to tie Tyson up, and a couple of good shots by Mitch Green. His best rally of the fight right here. Look here, he's caught Tyson 4 or 5 times, and Tyson for the first time seems a little bit puzzled. There was his right hand. Here again. Oh, what a left hand. Another day in the classroom, big left hand to end things. For the winner, for his 21st straight win and his sweaty fights, Mike Tyson. Donovan Razor Rudock était l'un des punchers les plus redoutés de son époque. Un homme dont la force était respectée même par les plus grands, et pourtant, il commit l'erreur fatale d'appeler Tyson un gamin ignorant, affirmant qu'il avait plus de classe, plus de niveau et plus de contrôle qu'Iron Mike.
Ruddock parlait avec un mélange de supériorité et de mépris, convaincu que sa puissance, sa taille et sa technique le placeraient au-dessus du champion, sans comprendre que Tyson se nourrissait précisément de ce type de provocation et qu'il n'existe pas de pire erreur que de sous-estimer l'homme qui avait transformé la rage en carburant. Le châtiment arriva sous forme de pure brutalité, Tyson lançant des combinaisons féroces qui le firent chanceler et reculer, tandis que Ruddock tentait de rester debout, encaissant coup après coup jusqu'à ce que l'arbitre doive arrêter le combat pour éviter des dégâts plus graves, décision que Ruddock protesta sans force ni conviction. Lors de leur revanche, Tyson démontra une nouvelle fois qu'il n'existait aucun équilibre entre eux, et même si les juges s'exprimèrent avec des chiffres, la véritable sentence était bien visible. Un homme arrogant, réduit à un survivant, incapable de soutenir ses propres paroles face à la fureur qu'il avait lui-même éveillée. Went back. Well, let's see whether he's getting at it. Let's get at it. The crowd was chanting, "Razor, razor." Low blows by Tyson. Moves on here in the 7th round coming up. That to have taken some steam out of Tyson. Ruddock coming back. Now Tyson with a big left. This kind of barrage. Oh, what a right by Tyson. And Ruddock continues. Oh, the left. Now the right combination. Steele steps in. Is it over? It's over. It's over. It's gonna be ugly now. That was Andrew Goota arriva à son affrontement avec Tyson en riant, en se moquant, en agissant comme s'il allait affronter un homme ordinaire et non le destructeur d'espoir le plus redouté du monde de la boxe. Dans son arrogance, il pensa que ce combat serait un simple jeu psychologique où il aurait l'avantage, convaincu qu'un Tyson plus vieux et moins dangereux ne pourrait pas lui imposer sa volonté, ignorant que même un Tyson à 60% restait une menace capable de briser n'importe quelle façade de confiance. Mais il suffit du premier coup pour que l'expression de Goota change complètement, car Tyson l'attaqua avec une intensité explosive qui ouvrit immédiatement une coupure et le força à reculer, révélant une peur qu'il n'arriva jamais à cacher. Entre le châtiment, la pression et la tempête émotionnelle, Goota décida de ne plus continuer et abandonna dans son propre coin, montrant clairement que ce n'était pas Tyson qui l'avait battu, c'était son incapacité à affronter la réalité lorsqu'il n'avait plus aucun endroit où se cacher. Sa chute ne fut pas physique, mais mentale, et resta comme l'un des abandons les plus révélateurs de l'histoire de la boxe moderne. Get him up, Andrew. Get him up. Lefty. Ready? Chin. That is just a beautiful right hand. Super slow-mo from the other side. Oh, you can see the shockwaves. Comes into him, bends. Beautiful little glute. Turn that shoulder in. No problem. That was an overhand right. Watch his overhand right. That is lit. He might have missed a few shots, but you can see there's some fear in his eye. He's felt the pain. See Tyson has to get inside. Here he comes, trying to get inside. What are you doing? You fucking do this. No. You're going to disgrace yourself. It's over. He's trying to get it. What are you doing? Last second, the bell's going to ring. I'm telling you right now, Soto's excited. He's upset, and I'll tell you. Galata, he wants to get the heck out of here. He's coming here at the Palace of Auburn Hills. Galata being, oh my goodness. Trevor Berbick était le champion du monde et parlait avec la confiance d'un homme qui se croit intouchable, affirmant que Tyson était un bon boxeur, mais que maintenant il était face à lui, le vrai champion, et que le jeune prétendant devait comprendre qui commandait.
Il croyait que son expérience et sa force suffiraient à arrêter le jeune combattant de Brooklyn qui détruisait tout avec une fureur presque animale. Berbick souriait, parlait, projetait une sécurité totale. Mais il ne comprenait pas qu'il se trouvait devant le début d'une ère qu'il n'avait aucun pouvoir d'arrêter. Lorsque la cloche sonna, Tyson ne se contenta pas de le frapper. Il le démantela. Chaque coup était une sentence, chaque combinaison faisait vaciller Berbick comme si ses jambes ne lui obéissaient de plus, jusqu'à ce qu'un dernier coup l'envoie au sol 1, 2, puis 3 fois, dans l'une des chutes les plus humiliantes de toute l'histoire des combats pour le titre mondial.